Donc, vous devinerez, c'est pas Frédéric qui présente ce matin. Il est très occupé, mon Frédéric. Donc, par contre, c'est lui vraiment l'artisan de cette présentation-là. Donc, si vous avez des questions plus pointues, c'est pas moi l'experte. Par contre, je peux vous en dire vraiment un bon bout au sujet de ce qu'on a fait dans le cadre du projet de cartographie des zones inondables à la communauté métropolitaine de Québec. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. Au pire, je les refile à Frédéric qui pourra vous répondre soit par téléphone ou par courriel là, lorsque vous communiquerez avec lui. Dans le fond, on va commencer très simplement. Je vais changer ma diapo. Pour vous expliquer d'entrée de jeu ce qu'est la communauté métropolitaine et pourquoi on a fait un lidar topo-bathymétrique dans le cadre de quand même un projet assez significatif pour l'organisation. Donc, la communauté métropolitaine de Québec, ça relève du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du gouvernement du Québec. Et c'est une organisation qui est responsable de planifier et de coordonner l'aménagement du territoire dans la grande région de Québec. Ça regroupe les MRC de la Jacques-Cartier, de la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, l'agglomération de Québec et également la ville de Lévis. C'est plus de 28 municipalités, 812 000 habitants, soit 10 de la population du Québec. Vous comprendrez pourquoi je spécifie comme ça, parce qu'il y a des enjeux qui sont assez importants relativement à la cartographie des zones inondables dans le secteur. Donc, très bref historique du dossier. En 2017, il y a eu des inondations printanières historiques assez majeures au Québec et au printemps 2019 est encore survenu des inondations encore une fois très historiques et majeures au Québec. Le gouvernement a réagi et a fourni des fonds à la communauté métropolitaine de Québec pour faire la cartographie des zones inondables sur plus de 25 cours d'eau de la région. Donc, voici nos 25 cours d'eau. Comme vous pouvez constater, c'est réparti un peu partout sur le territoire. C'est des cours d'eau qui ont vraiment des longueurs différentes, des superficies de bassins versants assez différentes. Ça s'écoule aussi, ces cours d'eau-là, dans des environnements très distincts. Le seul point en commun, tous ces cours d'eau-là aboutissent dans des environnements hautement densifiés en termes de population, soit dans des cœurs villageois, comme dans le secteur de Saint-Joachim ou de Beaupré, ou encore dans les grosses villes comme Lévis et Québec. Donc, l'enjeu de cartographie de zones inondables a une importance quand même assez importante parce que si on inclut un certain nombre de maisons en zone inondable, ça a vraiment des conséquences sur la vie des gens. Donc, on avait des prérogatives de qualité vraiment importantes dans ce travail de cartographie de zones inondables-là. Depuis 2019, on travaille donc sur ce projet-là. On a envoyé des équipes au terrain pour faire toutes les relevés que vous voyez à l'écran. J'attire votre attention, on a fait plus de 760 transects topo-bathymétriques transversales sur l'ensemble des 25 cours d'eau. Sauf qu'en plusieurs endroits, on avait beaucoup de difficultés à aller faire de la bathymétrie parce que ce sont des cours d'eau qui sont souvent peu navigables. Donc, vous voyez, c'est des cours d'eau qui ont des forts courants, mais en même temps, on ne peut pas se promener en embarcation avec un sonore pour aller faire la bathymétrie sur ces cours d'eau-là. Donc, on avait un certain casse-tête parce qu'on voulait atteindre des standards de qualité assez importants. Puis, notre deuxième casse-tête, c'est qu'on n'était pas capable parce qu'il n'y a pas de données historiques de niveau d'eau. Donc, ça occasionne des problèmes quand on vient pour calibrer nos modèles mathématiques. Donc, si on n'a pas de niveau historique de niveau d'eau sur le territoire, c'est qu'on ne peut pas ramener les modèles mathématiques à la vraie mesure sur le terrain. Donc, on s'est dit que plus on se rapprochait avec une bathymétrie de haute résolution, plus on se rapprochait de la réalité du terrain, plus on allait réduire l'incertitude de nos modèles. Donc, c'est un peu le principe à partir duquel on a commencé à penser à travailler avec le lidar topo-bathymétrique. Par contre, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans l'Ouest américain, dans l'Ouest canadien, certains. Au Canada, plus vers l'Est, il y avait juste un exemple en Ontario et il y a eu des exemples comme les gens de Rigel ont présenté aussi beaucoup en Autriche. Donc, on a fait une analyse de risque, voir si on pouvait, si c'était faisable dans un contexte de la grande région de Québec, de réaliser un lidar topo-bathymétrique et d'avoir des données de qualité. Parce qu'on sait que ça se fait beaucoup en milieu côtier dans des environnements qui sont où l'eau est très claire, donc on a quand même une grande capacité de pénétration du signal, mais en rivière, c'est toujours un peu plus compliqué. On a décidé d'aller de l'avant parce que le contexte s'y prêtait.
Dans le fond, notre principale prémisse, c'est qu'on voulait réduire les interpolations au niveau de la bathymétrie, parce qu'habituellement, quand on fait des modélisations hydrauliques, on fait des transects topobathymétriques à chaque 100 mètres, mais on peut échapper beaucoup d'éléments qui sont vraiment pertinents pour faire nos modèles hydrauliques, dont les seuils, qui sont super importants. Puis en 2 transects, on comprendra qu'on peut en échapper beaucoup. Et également avoir l'interface entre la rive et le lit fluvial. Donc, on a décidé d'aller de l'avant avec nos lidars, avec le lidar topobathymétrique. Donc, je pense qu'on a eu la bonne explication sur ce qu'est un lidar topobathymétrique. Donc, je me passe de cette explication-là. De toute façon, comme je disais, c'est pas moi la meilleure personne pour l'expliquer adéquatement. Par contre, on peut faire beaucoup de classifications, puis on peut faire beaucoup avec ces données-là. Donc, comme je vous ai expliqué tantôt, ces données-là n'avaient jamais été vraiment conduites là, dans la province de Québec et à peu de place également au Canada. Donc, on s'est inspiré grandement des travaux qui avaient été faits dans d'autres provinces, comme en Ontario, ou etc. Donc, on s'est fié beaucoup sur la littérature et on a fait affaire avec un consultant qui a quand même conduit de main de maître nos relevés. Ceci dit, sur plus de 500 km de cours d'eau. Donc, voici là, les lignes de vol, comment on les avait réparties au-dessus de non seulement là, le tracé du cours d'eau, mais également la plaine inondable, la plaine de débordement au complet. Donc, ça nous a fait quand même beaucoup de lignes de vol. Et notez très bien que les releveurs ont été conduits dans le sens de la vallée fluviale, de sorte à éviter, à réduire au minimum le recoupement des vallées fluviales pour avoir une synchronicité dans le temps de relevé, pour avoir un niveau d'eau qui est relativement constant. Donc, une rivière, la couvrir au grand complet équivalait à peu près une demi-journée de relevé. Donc, on pouvait s'attendre à avoir un débit relativement constant. Donc, au moins un repère spatial sur le niveau d'eau constant au courant de la journée. Donc, les modalités du relevé, là, principalement, c'est qu'on a attendu que les feuilles soient tombées puis qu'on soit en période de vraiment d'étiage dans les cours d'eau pour avoir le plus bas niveau d'eau possible pour se donner le plus de chances possible. Parce que comme les gens de Riguet l'ont présenté dans la présentation précédente, la capacité de pénétration du signal va dépendre beaucoup, là, entre autres, de la turbidité. Et avec l'équipement qu'on avait, là, c'est le Chiroptera de l'ECA, on pouvait aller jusqu'à 3 séquilles de pénétration du signal. Donc, juste pour que tout le monde comprenne bien, un séquille, c'est quand on laisse le disque, comme vous voyez ici, là, blanc et noir, pénétrer dans l'eau jusqu'au temps qu'il disparaisse de notre vue. Bien, cette mesure-là va nous donner une mesure. Donc, quand on atteint une mesure donnée, bien, on multiplie par 3, puis c'est la profondeur que le laser vert devrait atteindre pour prendre la mesure. Au-delà de ça, ça devient un peu impossible d'avoir le lit de la profondeur du lit du cours d'eau. Donc, globalement, nos résultats, après de nombreux allers-retours et de contrôle qualité que je vais vous parler dans la diapo prochaine, nos résultats ont donné quand même une densité moyenne des points au sol dans la plaine alluviale de 15 points au mètre carré et une densité moyenne des points de bathymétrique, si on veut, de 5 points au mètre carré, ce qui donne des modèles de terrain déjà assez impressionnants. Et franchement, j'aimerais vraiment voir les 50 points au mètre carré, jusqu'à où on peut aller tirer de l'information. C'est particulièrement intéressant. Au niveau du contrôle de la qualité, mais je vous avais dit tantôt qu'on a fait beaucoup de transects topobathymétriques là, avec les relevés d'arpentage directement au terrain. Donc, vous pouvez voir l'exemple ici, c'est qu'on a quand même procédé à des contrôles de qualité pour comparer les données du lidar topobathymétrique au relevé au terrain. Et vous voyez que la ligne rouge sur le graphique ici exprime là, le relevé, le transect relevé au lidar topobathymétrique. Et en vert, ce sont les points qui ont été relevés directement au sol. Vous voyez une petite différence qui varie là, dans cet exemple-là autour de 15 cm. Donc, c'est très précis. Et vous voyez que les données relevées directement au terrain relèvent souvent du fait que peut-être que la baguette d'arpenteur a pénétré à l'intérieur du substrat ou entre 2 blocs, ce qui fait qu'elle est toujours un peu plus profonde, alors que le lidar topobathymétrique va prendre vraiment ce qui est à la surface. Le graphique ici, c'est une autre façon d'exprimer la distribution des erreurs. Donc, vous voyez que la majorité des observations qu'on a faites, dans le fond, ce sont des erreurs qui sont inférieures à 25 cm comparativement aux données qui ont été relevées au terrain.
Donc, on a développé, c'est vraiment homemade, une procédure d'un contrôle de la qualité qui a permis de valider les profondeurs de pénétration du signal, le recouvrement de la bathymétrie, au niveau de la classification des points, de la densité de points. On a vérifié la précision absolue, évidemment. Puis, on a fait également une inspection visuelle, puis on a vérifié là, la présence d'artefacts sur les jeux de données. Donc, ici, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Là, on a tous les cours d'eau. On a été faire des mesures de séquie au terrain avant d'aller conduire les relevés. Donc, on a rapporté ça là, en statistique. On a notre mesure de séquie là, qui est exprimée en vert. Puis, on a, dans le fond, le lidar topobâti, là, le centile 95 qui est exprimé ici et la moyenne plus l'écart type. Et vous voyez que les profondeurs atteintes, dans le fond, restent toujours dans le même range que les mesures de séquie réalisées au terrain. Et ça nous a donné quand même des profondeurs de plus de 2,75 mètres de pénétration. Mais au-delà de ça, exemple pour la rivière Chaudière, on a eu une perte de signal à partir de là. Vous voyez ici la carte, vous avez la couverture de la bathymétrie du chenal là, en pourcentage de recouvrement sur l'ensemble du chenal là, de chacun des cours d'eau. Comme vous pouvez constater ici, c'est que les résultats sont quand même variables, mais sont tout de même globalement très satisfaisants et excellents. Et tous les résultats nous permettent d'atteindre nos objectifs en termes de modélisation hydraulique. Donc, même si on a une couverture comme pour la rivière Chaudière aussi faible, comprise entre 0 et 20 %, nous, ce qui nous intéressait beaucoup, c'est d'avoir, comme je vous ai dit tantôt, les seuils et l'interface berge lit fluvial. Donc, pour ça, c'est gagné. Pour le reste, au niveau de la rivière Chaudière, on peut parler beaucoup de problèmes au niveau de la turbidité des cours d'eau. Puis, vous l'avez aussi au niveau de la rivière Beau-Rivage. Sur la rive sud, il y a beaucoup de particules en suspension dans les cours d'eau. Donc, c'est normal qu'on ait eu un peu plus de difficulté à capter un signal là, pour ces deux cours d'eau-là. Par contre, on est entièrement capable de travailler avec les données qui sont assez satisfaisantes. Pour ce qui est des autres cours d'eau, comme les cours d'eau les plus gros, les plus longs et les plus profonds, la profondeur, évidemment, a été une limite également de la profondeur de pénétration. Comme je vous ai montré tantôt, la limite maximale là, atteinte par le lidar dans des conditions de turbidité donnée optimale là, était de 2,75 m, ce qui était quand même vraiment pertinent pour l'envergure des cours d'eau qu'on avait à travailler. On pense aussi que la profondeur, non, pas la profondeur, mais la composition là, de la géologie peut jouer aussi. Ça reste à démontrer. Mais pour la rivière Chaudière, vu que le substrat, le roc est plus foncé, on pense que le signal avait une moins bonne réflectance à ce niveau-là. Et évidemment, là, les signaux du lidar topobâti sont traités sous les structures hydrauliques, fait que ça va toujours être un problème là, pour relever la bathymétrie sous les structures hydrauliques en rivière. Mais somme toute, comme vous pouvez voir, on a beaucoup de rivières qui ont un pourcentage de recouvrement au-dessus du 100 %. Donc, au-dessus de 80 %. Donc, c'est vraiment excellent là, comme résultat. Puis, dans le fond, quand la bathymétrie est incomplète, on est en train de développer quelques solutions possibles pour interpoler les manques au niveau de la bathymétrie. Si les trous sont trop grands, évidemment, on passera peut-être, si nécessaire, d'aller refaire quelques relevés au terrain pour compléter notre jeu de données. Donc, vous voyez ici les manques qu'il peut avoir le long d'un transsec transversal, puis la facilité qu'on aurait là, de compléter là, les trous au niveau de la bathymétrie en développant des algorithmes. Ici, je vais vous donner quelques exemples. Dans le fond, c'est quand même très beau, là, les résultats. On voulait juste mettre en évidence que la présence aussi d'eau turbulente avec beaucoup de bulles d'air limite là, la diffusion du signal. Puis aussi, quand on arrive dans des cuvettes un peu plus profondes, comme exactement au pied des chutes Montmorency, là, le signal ne peut pas atteindre le fond parce que, bon, un, turbidité, mais deux aussi, profondeur là, du bassin. Donc, vous avez ici le pied des chutes Montmorency avec l'interface avec le fleuve Saint-Laurent. Fait que ce sont des images quand même très intéressantes là, que je voulais vous montrer ce matin concernant nos résultats. Un autre exemple, au niveau de la rivière Montmorency, dans le fond, on voit là, où il y a des rapides, il y a rétrécissement là, du chenal, augmentation de la profondeur et on a des pertes de signal qui sont engendrées pour cette raison-là. Mais vous êtes capable vraiment d'apprécier le détail du lit fluvial là, avec ces données topobathymétriques-là.
Ici, un exemple vraiment intéressant parce qu'on se trouve dans la zone amarrée du fleuve Saint-Laurent à l'embouchure de la rivière Beauport. Et vous avez quand même une eau assez turbide. Vous voyez, elle pénètre quand même dans la rivière Beauport. Et quand on donne les résultats en topobatie, vous voyez que c'est quand même assez intéressant. Puis la turbidité, peut-être que la profondeur d'eau n'était pas très grande. On a réussi à taper le fond avec le signal également. Ici, c'est un exemple de tributaire puis de système multichenaux qui est très typique là, sur la rivière Montmorency. Observez bien, là, dans le secteur-ci, il y a des zones particulièrement chaotiques. Et quand on a le lidar topobathymétrique, ça nous permet vraiment d'apprécier cette zone chaotique-là et de l'analyser correctement d'un point de vue plus hydrogéomorphologique. Ici, vous voyez, on voit absolument pas le fond, une rivière relativement large, mais on a vraiment une excellente pénétration du signal, toujours au niveau de la rivière Montmorency. Donc, vous voyez qu'on est capable aussi d'aller dégager la texture granulométrique du substrat. Donc, ça va nous servir également à déterminer nos coefficients de rugosité pour conduire nos modélisations hydrauliques. Donc, je vous ai parlé un petit peu des points faibles tantôt. Je veux mettre en valeur également les points forts. Donc, ça nous donne une bathymétrie fine et continue avec, comme je vous disais tantôt, là, plus ou moins 5 points par mètre carré. Et dans le fond, on a déjà un défi de relever en termes de modélisation hydraulique, c'est d'avoir l'interface eau-terre qui est vraiment pris en compte. Donc, on réduit de façon importante là, les manipulations et les risques d'erreur quand on va vouloir étendre notre modélisation sur la plaine inondable pour avoir le 2D. On est capable d'avoir de la bathymétrie dans des endroits qui sont difficiles d'accès. C'était vraiment un enjeu majeur, surtout en milieu urbain. Il faut y penser aussi, demander l'autorisation à chaque personne, à chaque propriétaire. Ça devient un peu tannant. Puis des territoires qui n'ont juste pas de chemin pour avoir accès. Donc, le lidar topobathymétrique nous permet d'avoir cette flexibilité-là. Une seule période temporelle pour l'acquisition du niveau. Donc, le niveau d'eau est constant tout le long du cours d'eau. Je vous parlais du coefficient de rugosité du Manning. Puis, quand on regarde la façon dont on fait le relevé au terrain et qu'on suit la vallée fluviale plutôt que de faire un cadastre, un quadrillé sur le territoire, quand on compare le prix d'un lidar topo classique rouge avec le topo bâti, l'investissement pour les sous supplémentaires que ça coûte pour avoir le topo bâti en valent vraiment la peine dans un projet de cartographie de zones inondables du moins. D'autant plus que ces données-là peuvent servir corporativement à plein d'autres analyses. Je vous mets juste là l'idée, on peut parler de caractérisation d'habitat, puis je pense qu'il y a d'autres conférenciers qui vont en parler plus tard. Donc, par contre, quand on fait les relevés, je pense qu'il faut vraiment s'organiser pour se donner le plus de chances possible d'avoir du succès. Donc, planifier le relevé quand les feuilles sont tombées, même si le lidar, le laser vert est capable de passer au travers de la végétation. On ne prend pas de chance, on se donne les meilleures chances. On planifie les relevés également à l'étiage et non en grande période de crue. Donc, à l'étiage, on a des bas niveaux d'eau avec une turbidité faible. Donc, on se donne encore une fois plein de chances de réussir. Il faut aussi analyser avant les relevés la réponse de la rivière à la turbidité en fonction des précipitations. S'il y a un épisode de pluie, est-ce qu'elle devient tout de suite embrouillée? Est-ce qu'on peut faire les relevés tout de suite après ou on est mieux d'attendre quelques jours pour aller faire les relevés? Donc, ce sont des questions auxquelles il faut répondre avant d'avoir l'équipe au terrain. Un coup qu'ils sont mobilisés, il est un peu trop tard. Réaliser les campagnes de terrain avant l'acquisition, c'est ce que je viens de vous dire. Exiger aussi auprès des consultants là, un minimum de pénétration du signal et en fonction de la mesure de séquie, comme on a fait. Puis, l'important, c'est vraiment d'avoir une excellente communication directe avec l'équipe de relevé, de sorte à ce que si les relevés ne sont pas satisfaisants, qu'on leur demande directement et immédiatement d'aller refaire quelques passes pour s'assurer que les résultats sont corrects. Donc, une excellente connaissance des rivières à l'étude est vraiment requise avant de conduire ces relevés-là. Dernière petite diapo, comme je vous disais tantôt, ce sont les données du lidar topobathymétrique peuvent paraître coûteuses. Par contre, elles ne le sont pas tant que ça. Et quand on prend la peine de classifier et d'utiliser au maximum ces données-là, on peut dégager d'autres types d'informations particulièrement pertinentes, comme dégager des matrices de perméabilité du sol. Donc, vous comprendrez dans les modèles hydrologiques des cours d'eau, c'est particulièrement fondamental comme information. On peut également extraire de façon semi-automatisée
les break lines. Donc, ça nous permet d'extraire la morphologie des cours d'eau également, qui est particulièrement utile dans des analyses hydrogéomorphologiques. Et également, je vous parlais de la granulométrie du substrat. Donc, nous, on en extrait les indices de rugosité, qui est le coefficient de Manning, qui est un coefficient qu'on doit ajouter à nos modélisations hydrauliques. Donc, c'est particulièrement intéressant, mais pensez également, comme je vous disais, en termes de qualité d'habitat du poisson ou de tout autre type d'informations scientifiques d'intérêt. Ça peut être une donnée qui est très enrichissante là, en tout point pour une organisation. Donc, voilà, ça fait le tour là, de ce que je voulais vous présenter ce matin.